When you join vMug, you join a network of more than 100,000 VMware users and partners from around the world who, like you, are eager to learn the latest technology, to connect with other industry leaders, and to develop professionally in this ever-changing competitive business. Adil, je propose qu'on commence. Le recording de la session est déjà lancé, donc on peut commencer. Avec plaisir, ça marche. Je voulais juste te remercier d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis voilà, je remercie également tous les participants qui ont sacrifié ce temps-là. Et puis voilà, je te donne la main. Merci, Amin. Donc, je me présente, je suis Adil Yapoti, certifié instructeur chez VMware. Donc, aujourd'hui, on va consacrer 1h30 à 2 heures pour parler des améliorations par rapport à vSphere 7. Bien sûr, nous serons ravis de répondre à vos questions au fur et à mesure, que ce soit en oral ou bien oralement ou bien à travers le chat. Mon ami Amin donc, prendra le soin, bien sûr, donc de faire la synchronisation avec moi pour qu'on puisse répondre d'une manière efficace à vos interventions. Donc, vSphere 7 est considéré comme la majeure amélioration donc, par rapport à toutes les versions qui ont précédé en fait, cette version-là. Donc, par quoi? Par une réarchitecture nouvelle, d'accord, donc de vSphere, du noyau, qui inclut en fait la prise en charge de pas mal de choses, notamment en fait la notion de container, la notion bien sûr donc d'améliorer l'aspect sécurité, d'accord, avec la prise en charge de tout ce qui a été amélioré depuis les anciennes versions. Donc, on va découvrir au cours de cette présentation donc, les améliorations majeures donc, par rapport à vSphere. Bien évidemment, on ne peut pas les couvrir tous donc, à travers en fait, cette présentation, mais on va bien sûr se focaliser sur ce qui est amélioration majeure donc, par rapport à vSphere. Donc, on va donner une petite introduction par rapport à vSphere 7. Bien évidemment, on aura quelques rappels par rapport à ce qui a été déjà amélioré sur les anciennes versions et des comparaisons avec la version 7 de vSphere. Donc, comme majeur enhancements, donc il y a vSphere with Kubernetes, vSphere Lifecycle, Intrinsic Security et l'accélération des applications avec bien sûr des ressources avec lesquelles vous pouvez bien sûr détailler le contenu de cette présentation. Donc, vSphere 7, c'est le leader mondial au niveau des hyperviseurs. Donc, c'est à travers des années que vSphere occupe la première place au niveau des hyperviseurs pour l'aspect virtualisation. Donc, ils ont commencé par la virtualisation de tout ce qui est CPU et mémoire, d'accord, pour offrir tout ce qui est consolidation d'un ensemble de VM sur un nombre réduit de serveurs pour bénéficier en fait de cette notion d'APEX, CAPEX et OPEX, donc en termes bien sûr d'investissement et en termes d'exploitation. Et après, bien sûr, ils ont conçu ils ont développé bien sûr un noyau robuste, sécurisé, avec un fichier donc en vraiment qui est minime, qui est équivalent à 140 MB pour également donc, supporter tout ce qui est stockage à travers le Software Defined Storage ou vSAN ou Virtual Volume. Puis donc l'aspect sécurité ou réseau sécurité avec du NSX et bien sûr maintenant il est en train de développer d'autres aspects, notamment la prise en charge des applications et bien sûr des environnements pour les développeurs.
Donc, on va commencer par vSphere with Kubernetes pour mentionner que vSphere actuellement, il est devenu une plateforme intéressante pour héberger des applications et surtout pour permettre aux développeurs, d'accord, et aux dev operations, donc d'avoir une plateforme adaptée à leurs besoins en termes de développement. Quand je dis adapter un environnement pour le développement, c'est donc d'avoir pratiquement ce que tous les développeurs ou tous les dev operations essayent d'avoir à travers les containers. Donc maintenant, vSphere supporte ça à travers le noyau puisqu'il a impliqué donc, plusieurs éléments qui aident à avoir ou à gérer les containers. Donc ça va nous mener à parler de la notion des containers et quel est bien sûr l'apport des containers pour les développeurs et bien sûr les sociétés de développement. Donc pour héberger des applications, généralement, l'application a besoin donc d'un certain nombre d'éléments, notamment la notion en fait de librairie, le codage à travers bien sûr les langages de programmation, donc un OS et bien sûr des ressources CPU mémoire pour bien sûr héberger et faire exécuter l'application. Donc tout ça donc, pourrait être packagé et ce packaging donc, doit être géré par un élément. D'ailleurs, à travers donc, Docker ou Kubernetes qui sont les plus reconnus au niveau bien sûr container. Donc Docker, c'est la version commerciale donc, qui a explosé donc, durant les années 2013. Et là où on a commencé à parler de faire une comparaison entre container et machine virtuelle. Puis donc avec l'évolution de Kubernetes, la solution des conteneurs, donc open source de Google, on a donc maintenant OpenShift également de Red Hat, VMware également, donc contribue largement au niveau Docker et au niveau Kubernetes, avec bien sûr l'éditeur ou les éditeurs pour pouvoir fournir une plateforme donc, qui soit le plus adapté aux développeurs. Quand je dis le plus donc, mieux adapté aux développeurs, c'est pour donc, question en fait, de portabilité, question de sécurité, question bien sûr d'écosystème qui intéresse en fait ce genre d'activité. Actuellement, ce qui est très répandu sur le marché, c'est la notion donc d'applications monolithiques. Donc 70% des applications développées actuellement, ils sont en monolithique. D'accord? Quand je dis monolithique, c'est une application de bout en bout qui est codée, développée par un ensemble de développeurs et qui permet bien sûr de répondre à un besoin, d'accord, sur le marché. Donc ces applications en général, ils sont un peu lourds en termes de code, en termes bien sûr de développement. Pourquoi? Parce qu'ils sont développés de bout en bout. Toute l'application doit être mise à jour, toute l'application doit être maintenue, toute l'application doit être revue. D'accord? Ce qui rend en fait l'amélioration ou aller vers, bien sûr, de nouvelles applications qui répondent efficacement aux besoins donc, du marché, est un peu lourd et un peu long en termes de temps. Donc l'aspect monolithique, actuellement, est en train d'être remplacé par donc, les applications Cloud Native Application, d'accord, ou les applications à microservices. Quand je dis à microservices, quand je parlais de l'application développée en monolithique, la même application, je peux la développer en microservices, d'accord, ou sous forme de modules. Ces modules, ils sont séparés. Je donne l'exemple de la construction d'automobiles. Donc, la motorisation, en France, donc les carrosseries au Maroc, câblage en Inde, etc. etc. Donc, c'est cette notion de spécialiste ou de spécialité
rend les choses beaucoup plus fiables, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Et bien sûr, pour donc apporter des améliorations, ça pourrait donner plus de flexibilité en termes, bien sûr, d'amélioration. Donc, à ce stade, donc, je reviens à notre sujet qui concerne la notion de container. Donc, les applications en microservices, c'est beaucoup mieux qu'une application monolithique. Donc, c'est vers ce marché que donc, les différents intervenants essayent d'aller pour pouvoir apporter aux clients, généralement, la notion la plus fiable sur le marché en termes de développement d'applications. C'est là où VMware intervient. D'accord? Donc, VMware, depuis l'apparition des containers, donc, il a commencé par l'acquisition de ce qu'on appelle Photon OS, qui est bien sûr maintenant adapté donc, à cette notion de container et pourrait être la base d'un OS pour les containers. Il a commencé à travailler en étroite collaboration avec tous les leaders des containers, notamment Docker et Kubernetes, pour apporter une solution complète en termes, bien sûr, de gestion de containers et plateforme et environnement, donc workload, robuste et fiable, notamment vSphere. Donc, cette association entre vSphere et la gestion des containers, notamment Kubernetes, pour la partie open source Google, a une vision intéressante pour ce genre d'activité. Pourquoi? Parce que en termes donc, de développement sur des conteneurs, maintenant, vSphere supporte largement ces environnements. Et bien sûr, en termes de gestion de ressources, CPU, mémoire et disque, réseau, et sécurité, et bien sûr, avec l'automatisation et la gestion des opérations, c'est à travers vSphere et tout l'écosystème de vCloud Foundation que vous connaissez à travers les licences de VMware qui sont offertes actuellement. Donc, vSphere, il a été donc revu donc, en termes d'architecture pour que ça apporte aux développeurs un environnement là où ils peuvent gérer leur application de telle sorte que leurs applications peuvent être portables, sécurisées et fiables et sous forme de modules donc en écoservice pour permettre bien sûr un développement efficace. Donc ça, c'est par rapport à vSphere with Kubernetes avec la prise en charge des containers. vSphere Lifecycle Manager, ça c'est la next generation unit par rapport à Update Manager. Donc Update Manager, c'est jusqu'à la version 6.7. Maintenant, c'est vSphere Lifecycle Manager qui va être bien sûr le point central pour administrer tout ce qui est mis à jour. Donc, on va rentrer beaucoup plus en détail sur le slide qui viennent, sur lesquels on va pouvoir détailler les différents moyens de mise à jour par rapport à ce système centralisé d'update. DRS a été également revu pour qu'il soit amélioré et pour qu'il prenne en compte certains points qui sont assez intéressants pour le déplacement des machines virtuelles entre les différents hosts dans un cluster. Donc, le mécanisme est devenu beaucoup plus efficace vu que ça prend en compte l'aspect score DRS pour une VM. Donc, on va le voir en détail après. Assignable hardware, donc c'est la notion donc, de Dynamic Pass-Through PCIe et NVIDIA, carte graphique, qui ont, donc là je parle de l'aspect hardware, qui est assigné dynamiquement à la VM, donc pendant une bonne opération de HA ou une opération de placement initial de DRS. Donc la prise en charge de l'assignement
hardware à une machine virtuelle a été améliorée de telle sorte à ce que l'AVM maintenant, il est beaucoup plus libre pour qu'il puisse se déplacer avec bien sûr la notion d'assigner du hardware donc, sur plusieurs serveurs. Donc, ils ont revu vMotion, puisque là, vous connaissez vMotion, c'est déplacer à chaud une machine virtuelle. D'accord? La machine virtuelle, elle est dotée donc, de plusieurs vCPU et de la mémoire VRAM. Donc, derrière la notion donc, de déplacer une VM monstrueuse, une grande VM d'un serveur à un autre, ça nécessite en général donc, un mécanisme qui ne correspond pas à ce que vous connaissez par rapport à vMotion. Donc, vMotion a été revu au niveau de cette version. On a également l'intrinsic security. Donc, l'intrinsic security, puisqu'on est dans un environnement qui se compose de plusieurs éléments, notamment vCenter ou plusieurs vCenter, donc cloud privé, cloud hybride, any application, any device, je peux me connecter de n'importe quel appareil mobile vers mes applications qui sont distribuées à travers donc, plusieurs vCenter, plusieurs clouds. Donc, je dois assurer en quelque sorte la sécurité entre ces différents éléments. Donc, VMware a renforcé l'aspect sécurité donc, sur tout le système cloud donc, de VMware pour que ça permette donc, aux administrateurs d'assurer un niveau de sécurité très, très élevé. Donc, c'est principalement les améliorations lesquelles on va bien sûr détailler leur aspect à travers ce webinaire. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc il s'agit donc d'une plateforme vSphere qui prend en considération les VM et l'aspect Kubernetes ou l'aspect container. Donc, pour les VM, ce sont bien sûr pour les VM, comme vous l'aviez déjà eu donc auparavant, vous connaissez comment une VM se comporte. C'est une machine virtuelle qui se base essentiellement sur ce qui est alloué par un host en termes de CPU et mémoire et disque. Et il a un OS dessus et bien sûr une application ou des applications pour que ça réponde aux besoins du marché. Le conteneur, si on fait une petite comparaison, on peut le comparer avec une VM, mais je peux le considérer comme un process ou un ensemble de process, tout simplement. Donc, un process qui s'exécute, il va s'exécuter sur un OS. Donc, je peux dire que je peux avoir plusieurs conteneurs par VM, ça d'une part. Ou je peux avoir plusieurs conteneurs par host, d'accord? Donc, l'essentiel ici, c'est que si je prends en considération la VM, donc il peut recevoir des conteneurs et je peux avoir même des conteneurs, si, bien sûr, sur la base d'un OS Photon, donc de VMware, ou d'un autre système, par exemple Linux, qui pourrait répondre efficacement à cette notion de conteneur, qui est considéré comme un packaging d'une application avec tous les éléments qui servent cette application à bien fonctionner, notamment les librairies, les dépendances, donc l'aspect isolation, l'aspect sécurité et tout. Donc le conteneur, en termes de démarrage, il est beaucoup plus rapide qu'une VM. Pourquoi? Parce qu'il s'agit juste d'un process ou d'un ensemble de process qui doivent démarrer. Donc l'OS est déjà pris en compte, il est déjà exécuté. Le conteneur, il vient après pour qu'il s'exécute sur un OS. D'accord? En termes de occupation donc, des ressources, la VM donc, a pratiquement donc, un ou plusieurs vCPU avec de la mémoire, avec du disque
Par contre, le conteneur, il a quelques mégas donc qu'il occupe au niveau en fait, des ressources, ce qui rend le conteneur beaucoup plus léger par rapport à une machine virtuelle. Donc ça, en termes de comparaison, si un conteneur a besoin d'un environnement pour qu'il s'exécute, et d'ailleurs vSphere, il le supporte, c'est pour qu'il soit donc, le mieux géré à travers tous les éléments que vous voyez sur les slides, les nodes, les control planes, les applications qui tournent sur le Kubernetes, le cluster Kubernetes, les pods, etc. Donc ça c'est donc, techniquement parlant, c'est tout un système qui doit être géré, d'accord, sur votre environnement vSphere. Donc vSphere, tant qu'il a été revu en termes d'architecture pour qu'il prenne en compte les containers Kubernetes, donc c'est déjà préparé pour que, bien sûr, des API Kubernetes soient à disposition pour pouvoir gérer les conteneurs ou les clusters de conteneurs d'une manière efficace. D'ailleurs, vous voyez les intervenants. Donc, à droite, vous avez les admins virtual infrastructure qui sont pratiquement l'ensemble de ceux qui ont déjà utilisé vSphere en termes de gestion de machines virtuelles. Donc, vous allez gérer quoi? Vous allez gérer la haute disponibilité, la sécurité, la qualité of service, quality of service et le coût par rapport à votre environnement. Donc, pour les DevOps ou ceux qui préparent le terrain pour les développeurs, ils ont d'autres responsabilités, bien sûr. Ils ont la responsabilité de gérer l'environnement sur lequel les développeurs auront la main pour développer leur application. D'accord? Donc, les DevOps, ils ont bien sûr la notion de déployer bien sûr des applications ou donner des permissions à certains utilisateurs sur un projet. Donc, c'est ce qu'on appelle User Project Team. Donc, c'est une assignation donc, pour les développeurs par rapport à certains projets, par rapport à certains sujets ou certains, bien sûr, besoins. Donc, ça, si on parle de microservices, c'est le module dont on a parlé au début de notre présentation. D'accord? Donc, cette notion donc, de DevOps qui ont la main pour gérer que la partie qui leur intéresse et laisser tout le système ou les ressources, gestion de ressources aux administrateurs de l'infrastructure virtuelle et le résultat ou bien l'objectif de VMware avec Kubernetes pour pouvoir servir ces personnes d'une manière efficace avec une plateforme sécurisée. Donc, je mentionne la notion de sécurité ici parce que tout simplement, les conteneurs sont touchés par des vulnérabilités. Donc, je ne dis pas que les conteneurs ne sont pas sécurisés ou ne sont pas isolés, au contraire, mais en général, ils subissent bien évidemment donc, des attaques, ils subissent bien sûr des vulnérabilités sur leur système, ce qui va donc en général engendrer des problèmes de sécurité énormes. Donc c'est là où l'infrastructure de vSphere, qui apporte bien évidemment des aspects intéressants en termes de sécurité, sera bien sûr l'environnement idéal pour ce genre d'activité, surtout que l'aspect sécurité est très important à ce stade-là. D'accord? Donc, les DevOps, comme je viens de citer, ce sont les responsables donc, qui peuvent, bien sûr, servir les développeurs par des environnements sous forme de containers. Et ces containers, leur rôle, c'est être modulaire, être efficace et, bien sûr, être isolé, packagé, léger et portable, donc d'un environnement vers un autre sans contrainte donc de perte ou sans contrainte de violation en termes de sécurité. Et bien sûr, si un développeur peut donc travailler sur une application, il peut travailler sur son portable, comme il peut travailler sur
un data center, comme il peut travailler sur le cloud. Donc, il peut suivre le module sur lequel il a la responsabilité donc, de développer ou d'améliorer à travers les différents environnements sans aucun problème, sans aucune contrainte. C'est ça, en fait, l'idée des conteneurs. Donc, quel est l'environnement qui va être le mieux adapté à tous ces besoins, quoi. Donc, si je cite VMware Cloud Foundation, c'est un packaging de licence qui a été, bien sûr, donc revu par VMware donc, dernièrement, et il est fourni sous forme de licence donc, ou de kit. D'accord? Ce kit, il a quoi comme produit? Il a vSphere, il a vSAN, il a NSX, il a VROPS et il a Virtualized Automation. Donc ça, c'est les principaux produits qui permettent donc, de gérer un projet cloud privé, quoi. D'accord? Donc, à travers ce kit-là, donc VMware voit que Kubernetes, ou en tant que gestionnaire de containers, c'est sensible, ça demande bien sûr tout ce qui est gestion du stockage en software defined, tout ce qui est gestion de sécurité de réseau à travers NSX, la gestion de capacité de performance avec l'outil VROPS ou Virtualized Operation Manager et l'aspect automatisation à travers bien sûr Virtualized Automation et tout la panoplie donc des services donc, et des paramètres qu'ils fournissent au service, bien sûr, de Kubernetes. Donc, Kubernetes ou The Cloud Foundation Unified Kubernetes and VMs est la meilleure plateforme pour héberger ce genre d'environnement. Donc, si VMware voit que le packaging sous forme de kits vCloud Foundation ou VMware Cloud Foundation va être un bon package pour construire un cloud privé au sein d'une entreprise. Donc, il voit que également l'activité donc de développement a besoin bien sûr d'une infrastructure solide. Et bien sûr, il a intégré, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi, il a renforcé son offre VMware Cloud Foundation avec la prise en charge de Kubernetes. D'accord? Parce que derrière, donc vous avez donc les développeurs. Donc là, vous voyez que IT Operator, il s'intéresse à tout ce qui est vCenter et gestion de ressources ou de workload, d'accord, les machines virtuelles et les conteneurs, à travers tout ce que vous connaissez donc des services vSphere, et les développeurs se consacrent à développer leur application sur une plateforme donc solide et bien sûr bien sécurisée et avec une gestion donc cohérente sur l'ensemble des couches, les couches CPU mémoire, les couches réseau, la couche sécurité, la couche stockage et bien sûr avec les aspects gestion de capacité performance à travers Virtualized Operation Manager et Virtualized Automation pour l'aspect automatisation. Donc, si on rentre un petit peu en profondeur, on voit que votre SDDC ou le Software Defined Data Center, c'est la base de votre infrastructure ou gestion de votre infrastructure ou des ressources, notamment CPU, mémoire et stockage. Donc, l'aspect SDDC, donc, je pense que vous aviez déjà assisté à pas mal donc, de présentations par rapport à ce concept qui est assez solide et qui offre beaucoup de choses. Donc, surtout, arriver à la notion d'automatisation, ce n'est pas une chose simple. Donc, arriver à automatiser et administrer votre plateforme avec des tableaux de bord, avec bien sûr tous les moyens nécessaires pour que votre plateforme soit donc, gérée d'une manière donc, efficace. C'est ça l'idée donc, du SDDC, c'est pour arriver à gérer votre cloud privé donc, d'une manière donc, très intéressante
et aller vers le cloud hybride à travers, bien sûr, la gestion du cloud privé et le cloud public sur le même interface. Ici, je vois le nom namespace. Namespace, c'est juste une représentation logique, d'accord? Donc, des conteneurs sur lesquels on peut gérer des conteneurs, d'accord? Donc, le namespace, ça représente quoi? Ça représente tout simplement une ressource pool derrière, si je parle en fait de la notion de vSphere. Donc, si je suis administrateur d'une infrastructure virtuelle, je gère les ressources pool. Si je suis Dev Operation, donc je vois bien sûr les API Kubernetes avec lesquels je peux gérer bien sûr et administrer à travers des commandes, à travers ce qui est donc reconnu chez les administrateurs ou les DevOps pour gérer les conteneurs. Donc les ressources pool, ce sont des éléments qui ont donné leur preuve sur une infrastructure virtuelle, parce que tout simplement, à travers les ressources pool, vous pouvez gérer un ensemble de ressources, d'accord, un groupement de ressources, CPU, mémoire, et vous pouvez bien sûr affecter cette ressource pool à bien sûr un namespace qui va être la base d'une gestion donc des conteneurs. Donc, Tanzu Kubernetes Cluster, c'est le nom qui est donné bien sûr à ce groupe, ou à la gestion de cluster par rapport à Kubernetes chez VMware et qui se base essentiellement sur les namespaces et bien sûr sur les pods, donc pour avoir une gestion complète de vos conteneurs. OK. Continue. Donc, on arrive à cette notion de Life Cycle Manager. Life Cycle Manager, comme on a dit, c'est l'ancien Update Manager ou Next Generation, donc d'Update Manager. Donc, il a apporté beaucoup de choses donc, par rapport à l'ancienne version, puisque ça simplifie la configuration, la gestion de configuration, le patching et l'upgrade. Donc, il a inclus, comme vous le voyez sur le slide, la notion de vCenter Server Profile. D'accord? Donc, là, comme vous le connaissez, vous avez des profils host ou host profile. Là, on parle de vCenter Server Profile. Donc, ça veut dire que je peux apporter ou importer une configuration vCenter, je peux l'exporter et bien sûr l'avoir sur un autre vCenter que je vais gérer au niveau de mon environnement, sachant bien sûr que je peux gérer plusieurs vCenter à travers des modes donc pour servir mon cloud privé, quoi. Donc cette notion donc de cohérence en termes de configuration à travers les instances vCenter et c'est une nouveauté à travers Lifecycle Manager et qui apporte beaucoup de choses et beaucoup de choses intéressantes pour les administrateurs. Implémenter la cohérence entre les hosts à travers ce qu'on appelle Declarative Image. D'accord? Donc, pour la gestion d'un cluster. Donc, l'image, donc la notion d'image qui va être assignée à un cluster et non pas uniquement au niveau d'un host, c'est pour avoir un cluster cohérent. D'accord? Et sa mise à jour devrait être bien sûr synchronisée et gérée, administrée par Lifecycle Manager pour pouvoir à la fin trouver un cluster qui répond efficacement à tout ce qu'on cherche donc en termes de fonctionnalité et en termes de cohérence. D'accord? Parce que maintenant, sur un cluster, on parlait de Enhanced vMotion Compatibility, donc pour rendre en fait donc un ensemble de serveurs de différentes générations homogènes pour que vMotion puisse fonctionner. Là, donc, la notion donc de
déclarative image ou la cohérence au niveau du cluster, il essaie donc d'aller vers un cluster cohérent au maximum, donc avec la même génération, avec la dernière génération qui est bien sûr déjà vérifiée à travers le HCL, Hardware Compatibility List, pour que le cluster soit au top level de son fonctionnement. Donc ça aide énormément à arriver à ce genre de service qui est bien sûr intéressant et que tout le monde cherche à l'avoir. Update Planner, donc également avoir des notifications et installation donc des updates par rapport à vCenter et à travers vSphere client en prenant en considération l'interopérabilité avec les différents solutions tierces qui sont inclus à vCenter et bien évidemment donc faire un check-in au préalable par rapport à ce qui va être mis à jour. Donc ça, c'est en grosso modo ce qui a été apporté avec Lifecycle Manager. Et donc ça représente une idée sur la notion donc, de vCenter Server Profile. Donc il y a la notion des API. Donc, là, vous allez remarquer qu'à travers cette version, donc la version 7, aller vers ou exploiter des API, il est devenu une chose très importante par rapport à votre gestion donc, de vCenter et de votre environnement vSphere. Donc là, le REST API, il est très riche. D'accord, il est très riche par les API qui permettent, que ce soit donc, par rapport à vCenter, ou par rapport au host, ou par rapport à votre environnement, ou toutes les solutions tierces qui vont intervenir, ou qui vont bien sûr être embarquées ou ajoutées au niveau de votre plateforme. Donc, vous aurez des API qui sont déjà prêts donc, au déploiement et bien sûr pour qu'ils vous donnent accès également à la gestion de ces aspects. Donc là, notamment par rapport à vCenter Server Profile, il est intégré à REST API. D'accord, il pourrait être personnalisé à travers des command line, PowerCLI ou DCLI, d'accord, et bien sûr des outils d'automatisation comme ce qui est cité sur le slide pour pouvoir donc intégrer d'autres aspects en termes d'administration au niveau vCenter qui vont bien sûr venir et qui vont être bien sûr développés au fur et à mesure avec l'amélioration, avec bien sûr l'apparition de nouvelles solutions sur le marché. Donc, comme vous le voyez, l'aspect REST API, il intègre la gestion de profiling vCenter. Donc, il liste bien sûr la configuration du vCenter. Il peut l'exporter sous forme donc, de profile configuration. Valider la configuration pour votre plateforme. Donc, toujours dans le cadre de vSphere Lifecycle Manager, donc on a parlé de déclarative ECXi Cluster Lifecycle. Ça renforce bien sûr la cohérence donc, par rapport à la construction d'un cluster au niveau donc, de votre plateforme. Ça inclut bien évidemment les firmware et les drivers. D'accord? Quand je dis firmware driver, c'est par rapport à la notion du matériel. Donc, c'est pris en compte pour que la cohérence prend en considération tout ce qui est firmware driver du matériel physique. D'accord? Donc, sur lequel l'hyperviseur est installé. Full stack firmware updates. D'accord? Ça permet bien sûr de mettre à jour comme c'est le cas par rapport à la gestion au niveau cluster, ça pourrait bien sûr même mettre à jour bien sûr les firmware au niveau du host, notamment Dell et HP comme premiers constructeurs et bien sûr d'autres constructeurs vont arriver au fur et à mesure. Donc la customization simplifiée par rapport à tout ce qui est OEM. Donc cette notion de l'OEM et VMware, c'est une histoire donc, très répandue. Donc là, donc cette association et cette alliance entre VMware et les différents partenaires
avec son écosystème, bien évidemment. Il est très, très fort. Donc, derrière, ils sont en train de développer encore plus leur partenariat. Et l'OEM, il est pris en compte par rapport donc, à la mise à jour au niveau de Lifecycle Manager. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que je viens de dire. Vous allez voir, bien sûr, des partenaires qui vont arriver au fur et à mesure. Quick Start Workflow. Donc là, la possibilité de créer un nouveau cluster et implémenter donc, des hosts à travers une image from scratch depuis le début, vous pouvez le faire à travers cet assistant. Donc, c'est un assistant qui vous aidera à travers tout le. D'ailleurs, pour Vsan, donc certains parmi vous certainement ils vont utiliser le Quick Start pour le configurer de bout en bout. Donc, c'est pratiquement le même principe. Le Quick Start, il est donc d'ailleurs même sur le VMware Cloud Foundation, le Quick Start, il est sollicité. Donc, c'est pour permettre donc de figer ou d'aider énormément l'administrateur ou les administrateurs à faire une installation correcte par rapport à toute la plateforme qui inclut plusieurs éléments. D'accord? Donc, quand on parle d'un cluster, quand on parle d'un ensemble de clusters, donc c'est plusieurs éléments qui rentrent en jeu, c'est plusieurs hosts, plusieurs matériels, et la prise en compte de tout ça donc, doit se faire à travers un assistant bien détaillé. C'est ce que VMware a préparé pour leurs clients pour faciliter cette tâche. Automatic Check, donc intégrer donc la ACL ou le Hardware Compatibility List for Vsan et bien sûr pour la notion de déploiement et bien sûr d'installation. Il y a bien sûr des recommandations qui doivent être prises en compte au tout début avant l'installation, même des upgrades, donc même au moment de déploiement. Vous avez un pré-check qui est conçu avec Lifecycle Manager et qui vérifie bien sûr l'état donc de la mise à jour avec donc l'existant et si bien sûr c'est installé, que va-t-il se passer? Donc est-ce que ça va être une installation, un upgrade réussi ou il y aura des soucis? Donc un pré-check-in qui est très très important si on est dans un environnement qui est assez critique sur lequel on devrait bien sûr réussir nos mises à jour, quoi. Donc, vous voyez que Lifecycle Manager, maintenant, donc il prend en compte plusieurs choses. Donc là, si on est sur un cluster, donc il y a une image qui prend en considération, bien sûr, donc la version de l'USXi, les add-ons par rapport au constructeur matériel, leur firmware, leur driver. Donc, ce sont bien sûr des éléments qui sont assez intéressants pour que votre cluster soit le plus homogène, le plus cohérent possible. D'accord? Donc, c'est Lifecycle Manager qui le permet donc de l'avoir. Donc, c'est pour renforcer encore plus l'aspect mise à jour, puisque la mise à jour en général, c'est pour éviter toute vulnérabilité et tout risque d'attaque. Donc, et renforcer l'aspect donc sécurité sur votre cluster. Donc, cette notion d'image est très intéressante puisque on sait très bien que dans un cluster, il y a plusieurs hosts. Ces hosts sont installés par la même image. Donc, pourquoi ne pas avoir une image qui doit bien sûr correspondre à un cluster au lieu de correspondre à un host? Avec la prise en charge d'image sur la version 7 et la prise en charge de Baselane sur la version 6.7, maintenant les deux sont prises en compte. Une fois on procède par une installation d'image, une mise à jour d'image à travers un cluster, donc la Baselane sera remplacée définitivement. Donc vCenter Server Update Planner, donc c'est un outil qui permet bien sûr de faire la découverte, la planification et la mise à jour. Et à travers les notifications, quand il y a une mise à jour ou un update qui est disponible, donc il y aura donc une notification. D'ailleurs, Update Manager le faisait. Maintenant, Update Planner, il est beaucoup plus spécialisé sur cette partie-là, d'accord?
Donc, pour tous ceux qui veulent vérifier donc, le système de notification, c'est à travers Update Manager qui permet de faire le monitoring également par rapport à l'interopérabilité donc, de vCenter avec, bien sûr, les systèmes tiers qui sont dessus. D'accord? Avec la prise en charge de workflow What If. C'est le pré-check-in comme j'ai expliqué donc, tout à l'heure. D'accord? Donc, ce pré-check-in, il est intéressant dans le sens où ça donne une validation au préalable avant donc de passer à l'acte. L'upgrade et la migration. Donc, la migration vers la version vCenter Server simplifie la vie pour les administrateurs. Donc, maintenant, le plateforme service controller qui était donc un plateforme service controller externe et qu'on peut bien sûr le répliquer, qu'on peut avoir dupliqué en plusieurs fois. Maintenant, après la mise à jour, ou après l'upgrade vers vCenter Server 7, donc le plateforme service controller sera inclus sous forme de service interne à vCenter. D'accord? Donc, si je fais un petit rappel par rapport à l'architecture vCenter sur la version 6.7, il y avait deux groupes de services sur la 6.7. Groupe de services par rapport à vCenter, qui sont les services de production, et le groupe de services plateforme service controller, d'accord, qui inclut tous les services d'administration, notamment la gestion de sécurité, de licence et bien sûr d'authentification qui est SSO. D'accord? Donc, ces deux groupes de services, on pourrait les avoir en embarqué sur la même machine, comme on pourrait les avoir séparés sur différentes machines. D'accord? L'idée à travers ça sur la 6.7, c'est que vCenter dédié pour la production et plateforme service controller pour l'administration. vCenter, au groupe de vCenter, c'est sous licence, plateforme service controller sans licence. D'accord? Donc, je peux le dupliquer autant de fois que je veux. Mais le problème, c'est que ça nécessite un load balancer pour que ça fonctionne correctement, que ça fonctionne efficacement. Maintenant, cette version 7 a revu en fait, l'architecture de vCenter. Maintenant, vous avez les deux groupes associés sur le même VM. D'accord? Voilà. Donc, plateforme service controller, il est intégré. Ils n'ont pas besoin d'avoir de load balancing. Donc, tous les services sont embarqués et ça rapporte beaucoup de choses côté gestion de vCenter, la simplification. Donc, minimiser les coûts en termes de load balancing et bien sûr l'efficacité puisque vCenter a eu des améliorations énormes pour pouvoir supporter cette nouvelle architecture. Donc, vous voyez que en termes d'évolutivité vCenter, il y a des améliorations entre la 6.7 et la 7. Donc, vous voyez en termes de vCenter, combien de hosts je peux avoir au niveau 6.7, c'est 2000. Et je peux aller jusqu'à 2500 si je suis sur la version 7. Par rapport aux machines virtuelles allumées, j'étais sur 25 000 VM sur la 6.7. Maintenant, je suis sur 30 000 VM donc allumé. En ce qui concerne Linked Mode vCenter, donc je peux gérer à travers mon SSO domaine 15 vCenter, d'accord, associés, donc qui sont reliés par Linked Mode et qui peuvent gérer 5000 hosts avec 50 000 VM allumés. Avec la version 7, donc je suis toujours sur 15 vCenter sur un domaine SSO, Single Sign-On, avec la prise en charge de 15 000 hosts cette fois-ci et de 150 000 VM. Ça représente bien sûr des améliorations pour certains cas d'usage chez certaines entreprises ayant besoin donc, de gérer ce nombre énorme de hosts. Il y a même des entreprises qui dépassent de loin ce que VMware leur propose et VMware essaie de leur proposer des architectures qui sont adaptées à leurs besoins. Donc, en termes de latence, il y a une amélioration, donc, puisque la latence, c'est quoi déjà? C'est la valeur ou bien le temps nécessaire pour l'envoi d'une requête d'une source vers une destination.
Donc, entre les différents vCenter, ça supportait sur la version 6.7 100 millisecondes, pardon, 100 millisecondes. Maintenant, entre les deux vCenter, la latence donc, supporte jusqu'à 150 millisecondes. Donc, ça veut dire que ça devient, donc ça supporte une latence plus lente, d'accord, pour permettre bien sûr aux sociétés donc, de pouvoir, donc même avec des liaisons réseau moins fortes, de supporter en fait les liaisons vCenter. Par contre, vCenter AE6i ou vSphere client à vCenter, ça reste toujours les mêmes valeurs en termes de latence. D'accord? Les content library ou les templates version control. Donc, un template, c'est quoi? C'est une image d'une VM, d'accord? Que je peux déployer à volonté, qui contient un OS application préconfigurée, préinstallée, d'accord? Donc, avec une version, une template, je peux déployer mes machines. Donc, autant de machines que je veux, ça rentre dans le cadre de plusieurs solutions, notamment Horizon pour le déploiement de nouveaux desktops. Donc, la notion de template permet tout simplement donc, de minimiser les erreurs humaines en termes donc, de déploiement d'une nouvelle machine virtuelle avec son OS et ses applications et tout le système, quoi. Mais bon, avec les anciennes versions, c'était quoi? C'était principalement une image qui ne subit aucune modification, quoi. Donc, je devrais la reconvertir en machine virtuelle pour que je puisse la remettre à jour et puis la reconvertir en template pour que je puisse l'exploiter en tant qu'image de VM. D'accord? Donc là, sur la version 7, sur vSphere client, comme vous le constatez, il y a la notion de versionning par rapport à une template. Donc là, la template, c'est Linux template. D'accord? Et vous voyez que vous avez plusieurs versions, notamment quand un administrateur donc, a pu modifier ou remplacer la carte réseau et le SAC avec with para virtual drivers. D'accord? Donc ça, c'était un premier changement qui est pris en compte au niveau de template. Donc cette notion donc, de suivi par rapport à ce qui est fait par rapport à un template, ça réduit énormément donc, le travail donc, d'un administrateur sur un template et ça permet en fait de faire un audit intéressant et de faciliter donc, le traitement. Donc, avec prise en charge de snapshot, d'accord, donc la prise en charge de snapshot, donc c'est très intéressant puisque c'est au snapshot based. Donc, c'est la notion de snapshot qui est prise en compte derrière pour que ces modifications puissent être apportées au niveau donc d'une machine virtuelle. L'intrinsic security. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un aspect qui voit en fait la sécurité sur l'ensemble de l'environnement vSphere et qui a été amélioré énormément. Donc, on va commencer par le management des certificats amélioré. Donc, c'est devenu beaucoup plus simple de gérer les certificats. Donc, vous voyez que à ce niveau, vous avez plusieurs certificats, quoi. Donc, plusieurs certificats que je devrais gérer, que je devrais bien sûr auditer, que je devrais bien sûr remplacer de temps à autre. Et ça augmente le côté administration chez l'équipe de gestion d'infrastructure. Par contre, avec la version 7, vous voyez qu'on a des certificats communs, d'accord, qui permettent de simplifier encore plus la gestion de ces certificats et bien sûr avec la prise en charge de la sécurité et du chiffrement qui sera bien sûr au même niveau, au même plus. C'est juste la simplification à travers certificat ou certificate management que je peux gérer
2 certificats au lieu de gérer plusieurs. Donc, la notion des API, donc, ça vous permet bien sûr d'avoir une première étape donc, de gestion de certificats et bien sûr des moyens donc, de gestion de certificats à travers vCenter et à travers vSphere Client. D'accord? Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, vous avez des notions donc, de gestion de certificats qui incluent sous forme d'API sur votre vCenter et qui vous permettra donc d'avoir plus de flexibilité côté gestion donc, de certificats. Identity Federation, c'est par rapport à SSO, Single Sign-On, qui est toujours pris en compte. Single Sign-On, c'est quoi? C'est l'authentification à sens unique. Sur la version 6.7, on était sur une vision donc VMware, d'accord, de Single Sign-On ou de vCenter, d'accord. Ça consistait à avoir quoi? C'est quand un administrateur s'authentifie, il y a des sources d'authentification ou des sources d'identification qui vont être sollicitées par le service Single Sign-On. Une fois le login et mot de passe est confirmé, un token sera donc autorisé à cet administrateur pour qu'il puisse s'authentifier, bien sûr, sur plusieurs interfaces d'administration, sachant que sur un cloud VMware, il y a plusieurs interfaces sur lesquelles un administrateur a le droit de s'authentifier pour gérer son cloud privé. D'accord? Donc, tout ce système se fait à travers vCenter et VMware. D'accord? Donc, ce standard a été bien sûr amélioré à travers ce qu'on appelle l'ajout de MFA, de nouvelles MFA, Multifactor Authentication. D'accord? Donc, ils ont implémenté un système qui prend en considération l'Active Directory Federation Services et de concevoir l'architecture d'identification par ce qu'on appelle Identity Federation. D'accord? C'est pour moderniser l'authentification vSphere. Donc, le système repose sur quoi? Sur une Identity Federation qui va permettre d'intégrer d'autres MFA qui ont donné leurs preuves au niveau du marché, notamment Active Directory Federation Services. D'une part, ça permet d'intégrer, bien sûr, d'autres solutions d'authentification, d'accord, qui sont avec d'autres standards que les clients voient déjà donc d'une manière positive et qui souhaiteraient avoir au niveau de vCenter et de l'environnement vSphere, et d'autre part, pour simplifier l'audit et simplifier l'administration. Maintenant, ce n'est pas au niveau de vCenter donc de faire l'audit donc par rapport à l'authentification, mais au niveau donc de Active Directory Federation Services qui va être intégré et qui va être bien sûr géré d'une manière efficace. D'accord? Donc vous voyez ici sur le slide, l'authentification donc passe par un login mot de passe. Ce qui va être sollicité, c'est Active Directory Federation Services au lieu de vCenter. C'est Active Directory Federation Services qui va solliciter vCenter pour bien sûr avoir donc des systèmes de MFA, Multifactor Authentication, qui incluent d'autres systèmes d'authentification qui sont renforcés en association avec Active Directory, qui est considéré comme une source d'identification, d'accord, sur la plateforme. Vous voyez que vCenter est donc sollicité en deuxième lieu, au lieu d'être sollicité, bien sûr, intégralement sur les versions précédentes. Donc maintenant, ils ont commencé par Active Directory Federation Services et ils vont inclure d'autres MFA donc, au fur et à mesure sur la solution.
Donc, vous voyez que ça redirige, comme vous le constatez, ça redirige là l'authentification vers Enterprise Identity Provider. Et après, donc, c'est vSphere Client qui va être l'interface, ou vCenter qui va être l'interface gérée par vSphere Client, donc qui va être sollicité après la redirection donc, de l'authentification. vSphere Trust Authority. Donc, tout ça, c'est pour renforcer l'aspect sécurité au niveau de vCenter, au niveau de vSphere, l'environnement vSphere 6.7, pardon, 7. Par rapport à vSphere Trust Authority. Donc là, vous voyez la notion donc, de trust au niveau vSphere 6.7. Ça prend en considération la notion d'attestation. Ce qu'on remarque à ce niveau-là sur le slide, c'est que vCenter est considéré comme le moyen donc d'authentification, ou pardon, le moyen de récupération des clés d'un KMS, Key Manager Server. D'accord? Donc la version 6.7, donc il prend en considération la notion d'attestation. La notion d'attestation consiste à faire quoi ou à voir quoi? C'est à travers le TPM, Trust Platform Module, et l'activation de Secure Boots, donc d'un host, que un système de reporting va checker le démarrage ou la configuration du host pour qu'il envoie pour un check-in au niveau du host sur un environnement vSphere. Donc, c'est à travers ce check-in-là que vCenter et bien sûr ce système donc, de démarrage correct avec la prise en charge d'une bonne configuration va permettre d'allouer une attestation ou de donner une attestation sous forme de secret word, c'est donc un mot secret, donc au serveur qui démarre au niveau de cet environnement. Donc, la notion d'attestation à ce niveau-là, il est un peu limité. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les hosts qui vont être démarrés au niveau donc d'un environnement vSphere, ils vont être associés à une attestation délivrée par vCenter. Une fois l'attestation est allouée à un host, donc, ils peuvent récupérer donc, les clés privées depuis vCenter, donc, puisque vCenter est considéré comme un intermédiaire de gestion de clés. D'accord? Donc, à ce niveau-là, puisque tous les hosts ils sont attestés et tous les hosts peuvent héberger des machines cryptées, vCenter, en tant que VM ou appliance virtuelle, il ne pourrait pas être crypté. Pourquoi? Parce que ça inclut déjà des clés. D'accord? Et la base des mots secrets, donc on ne peut pas le crypter. Ça, d'une part. D'autre part, la notion donc, d'avoir un host non trusted ou untrustworthy, en général, donc n'est pas digne de confiance, il pourrait exécuter encore des machines virtuelles cryptées dessus. D'accord? Donc ça, c'est considéré comme, donc même s'il y a une notification qui va être envoyée à vCenter comme quoi ce host n'est pas digne de confiance, mais le problème donc, en termes d'exécution d'une machine au niveau de ce host-là reste toujours donc, possible. D'accord? Les administrateurs ayant bien sûr des privilèges d'administrer ces serveurs, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent au niveau de ce serveur, même s'il est indigne de confiance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traces d'administration au niveau de host ou de ce host qui n'est pas digne de confiance pourraient être chopées donc, et bien sûr exploitées par la suite par des intervenants dessus. Donc ça représente bien évidemment, grosso modo, ce qui s'est passé par rapport à la Trust Authority, donc ou la gestion de confiance au niveau de la version 6.7. Maintenant, au niveau de la version 7, c'est différent, puisque l'élément donc, qui va gérer les clés, qui va gérer déjà l'attestation, d'accord, c'est pas vCenter.
D'accord? C'est un cluster. Trusted Host, vous le voyez en bleu sur le slide. Donc, bien évidemment, quand vous faites donc la configuration ou le design de votre infrastructure, vous allez choisir un cluster de management ou vous allez dédier un cluster qui va jouer le rôle de VTA, vSphere Trust Authority. D'accord? Donc, le principe au niveau de la version 7, c'est que quand vous allouez, vous donnez à cette option à un cluster, c'est le cluster qui va entrer en jeu et qui va jouer le rôle d'intermédiaire avec le KMS. Et c'est lui qui va donc déjà commencer à donner déjà une attestation. D'accord? L'attestation, c'est le mot secret par rapport aux hosts qui ont donc un système TPM donc, et un boot secure donc, qui, bon, en termes de démarrage et en termes de configuration, qui est adapté aux normes de sécurité. Et une fois ce host il est bien checké par le cluster en confiance, donc il va lui affecter l'attestation ou le mot secret, quoi. Une fois ce host-là en vert, donc sur le slide il est en vert, une fois ce host il est digne de confiance, à ce moment-là, les machines virtuelles peuvent être hébergées, cryptées à ce niveau-là. Si le host ne correspond pas, il n'est pas digne de confiance, dans ce cas-là, il ne va pas rentrer carrément en jeu. Et le cluster donc VTE ne pourra pas donc lui affecter des clés pour le cryptage. Il va être éjecté, il va être rejeté donc de l'environnement vSphere. Donc rejeté, c'est pas rejeté physiquement, mais rejeté en termes bien sûr d'hébergement des machines virtuelles cryptées, quoi. D'accord? Donc les machines virtuelles cryptées ne peuvent circuler qu'à travers les hosts dignes de confiance. Et on donne cette attestation sur la base de check-in qui est fait par un cluster défini donc au début. Donc, si bien sûr ça répond convenablement à l'ensemble du check-in par rapport à tout ce qui est TPM, transparent, Trust Platform Module et le boot secure comme je viens de vous expliquer. Donc, les hosts qui sont rejetés ne rentrent plus en jeu en termes bien sûr de circulation et d'hébergement de machines virtuelles. Ça aidera au niveau de la version vSphere 7 à augmenter la norme de sécurité. Donc, vCenter, on peut le crypter puisque il ne joue pas le rôle d'intermédiaire. Deuxièmement, les administrateurs ne peuvent donc bien sûr, ils travaillent uniquement sur les hosts ayant donc le fort. On a renforcé donc la notion de trust, la notion de confiance à travers l'attestation ITE au niveau de la version 7, donc pour que ça soit sur la base hardware et non pas sur la base de vCenter comme c'était le cas avec la version précédente. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc je continue. Oui. Parfait. Donc, on a le VSGX ou le Secure Enclaves. Ça, c'est pour renforcer également l'aspect sécurité. Sur l'ancienne version, la notion d'application, il partage pratiquement tout ce qui concerne en fait l'aspect sécurité par rapport à une application, il est partagé par toutes les couches, quoi. La couche OS, la couche hyperviseur et la couche matérielle. Donc l'idée à travers VSGX ou Intel Software Guard Extensions, c'est de permettre aux applications de travailler uniquement avec l'aspect hardware, d'accord, qui est déjà validé, quoi. L'aspect hardware validé, c'est le CPU Intel. D'accord? AMD, il a une autre architecture. Donc, il travaille en termes de quoi? On sait très bien qu'au niveau de la virtualisation, plusieurs couches ont été rajoutées, d'accord, pour bénéficier de plusieurs avantages.
donc ce que vous connaissez sur vSphere. Mais c'est l'ensemble de ces couches, il représente une interface énorme d'attaque. Donc, il faut le réduire. Il faut réduire énormément la surface d'attaque par rapport donc, aux attaques de sécurité. Donc, si on minimise donc, le partage des informations par rapport à un clé cryptage, par exemple, ou une base de mots secrets, donc par rapport à une application, pour que ça soit partagé uniquement entre l'application et le CPU, en éliminant l'OS et l'hyperviseur, ça va être intéressant. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant Intel Software Guard Extension, il permet donc d'avoir donc, partage d'informations de sécurité uniquement entre le matériel et l'application, et on a évité donc l'operating system et l'hyperviseur. Donc, comme j'ai dit, AMD est là ce qu'on appelle security. Bon, je ne me rappelle pas en fait de l'abréviation, mais c'est une autre architecture différente pour répondre à ce besoin également. Donc, vous voyez ici, donc là, le problème, c'est qu'il y a une limitation. Donc, moi, je ne le vois pas comme problème, puisque déjà, c'est quoi le problème? C'est que vMotion, fault tolerance, une machine suspended, la prise en charge de snapshot et enable guest integrity ne sont pas prises en compte avec le SGX, avec donc ce renfort de sécurité par rapport à une application. Mais ça reste une option, d'accord? Ça reste une option, ça reste une alternative pour certaines applications. Donc, je vais pas bénéficier de vMotion ou de fault tolérance ou de la suspension de VM ou de snapshot par rapport à une machine là où il y a donc le besoin d'avoir un niveau de sécurité important, quoi. D'accord? Une machine qui contient donc des informations qui doit être cryptée et que ce clé de cryptage doit être donc le plus fort possible ou le plus sécurisé, donc sécurisé d'une manière très très forte. Dans ce cas-là, je vais penser sécurité que penser fonctionnalité. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc derrière, j'ai la possibilité de donc jongler entre les deux configurations. Configuration limitée en termes de sécurité et que la surface donc de partage d'informations de cryptage, par exemple, entre applications OS, hyperviseur et CPU, elle est assurée, quoi. Mais je vais gagner en termes de vMotion et de fonctionnalité en fait de haute disponibilité. Mais si j'ai besoin donc de renforcer le cryptage et de renforcer la sécurité par rapport à une application ou par rapport à une machine qui contient des informations critiques telles que les codes d'accès à des data centers ou à des entités de sécurité donc militaires, ou par exemple sur des codes bancaires, etc. Donc là, donc je dois renforcer la sécurité par rapport à cette machine. Donc vous voyez que l'aspect sécurité il est pris en compte d'une manière importante sur la version 7 et il se base essentiellement sur tout ce qui est hardware au lieu de se baser sur des interfaces software uniquement, quoi. Application Acceleration. Assignable hardware. Ça consiste à avoir quoi à ce niveau-là? Hardware assigné. D'accord? Ça supporte support for hardware accelerators. C'est quoi déjà hardware accelerators? C'est les ports, les PCIe et les cartes NVIDIA. D'accord? Donc ça, ce sont des hardware accélérateurs pour lesquels toutes les machines virtuelles ou tous les utilisateurs, tous les administrateurs ont besoin d'accéder et d'en bénéficier. D'accord? Maintenant, si notre matériel, nos hosts est dédié par ce genre d'équipement, d'accord, je dois dynamiser le déplacement de ma machine virtuelle. Donc, ça veut dire avoir des machines libres qui peuvent se déplacer entre les différents hosts, mais en même temps, qui sont dotés par des informations, d'accord, qui leur permettent d'être assignés
à ce genre de host, là où il y a ce genre de matériel, dynamiquement quand il y a un crash d'un host, par exemple, avec HA. Et la prise en charge de DRS côté placement initial. Autrement dit, si une machine crash ou une machine virtuelle se déplace librement entre serveurs et à un moment donné, le serveur qui héberge cette machine virtuelle crash et on a l'information sur notre cluster. Donc là, l'orientation qui a été faite, c'est que c'est la prise en charge hardware. Donc, ça veut dire que les hosts, ils ont l'information comme quoi la machine telle, il a une assignation hardware sur le matériel qui se trouve sur tel et tel host. D'accord? Donc, la machine qui va être redémarrée suite à un crash d'un serveur, donc cette machine aura la possibilité de se placer dynamiquement sur les hosts dotés par ce genre d'équipement, ce genre de cartes qui répondent à cette notion donc, de hardware accélérateur. Donc la vision, l'information, ce n'est pas au niveau de VMX de la machine virtuelle. Ce n'est pas au niveau du fichier VMX de la machine. L'information et la configuration se fait au niveau du hardware pour la prise en compte des machines qui sont donc dotées par ce mécanisme. Donc, pas toutes les machines auront le même privilège, mais bien évidemment, les machines ayant besoin de ce genre de traitement et qu'on cherche bien sûr à avoir donc, sur différents serveurs, donc libres, puisque la machine, plus qu'il est libre, plus qu'il cherche en fait des ressources sur différents hosts à travers DRS. Donc, DRS, il prend en considération ça par rapport au placement initial. Quand je dis placement initial, c'est quand la machine démarre pour la première fois ou quand la machine redémarre suite à un crash de serveur. DRS amélioré. Donc, vous voyez que sur le slide, vous avez deux niveaux. Donc, le niveau donc, de vSphere DRS avec la version précédente et vSphere DRS avec la version 7 de vSphere. Quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, si on est sur le même principe de privilégier l'élément qui devrait être privilégié, c'est l'application qui tourne sur une machine. C'est ça, au niveau DRS. Si on cherche à donner plus de ressources, c'est donner des ressources à une machine et une application exécutée sur cette machine. Donc, le problème, ce n'est pas un problème, mais la conception qui était sur la 6.7, c'est qu'il prend en considération le cluster. C'est la charge au niveau du cluster qui va être supervisée pour que les machines puissent être distribuées à travers les différents hosts de ce cluster et pour répondre à un équilibrage de charge au niveau du cluster. Là, au niveau de la version 7, il prend en considération la VM et l'application de la VM et un score de la VM par rapport au déplacement DRS. C'est ce qu'on appelle VM DRS score. Donc, une machine ou toutes les machines dans le cadre d'un cluster sur une version vSphere 7, chaque machine a un score. Et ce score-là, c'est sur la base de quoi? Sur la base de métriques qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc, on va arriver à un score, vous voyez sur le slide, donc le score entre 0 et 20%, 20%, 40%, 40%, 60%, etc. etc. D'accord? Donc, sur le score, le niveau 80 à 100%, vous avez l'ensemble des VM qui sont de l'ordre de 9 VM qui ont un score entre 80 et 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les VM, ils sont placés sur des serveurs qui offrent des ressources pour ces VM et les VM tournent d'une manière efficace et donc d'une manière fiable. D'accord? Donc, toutes les VM au niveau de ce cluster, ils ont un score de 100% en termes de DRS, VM DRS score
Donc, les VM, ils fonctionnent correctement, ils fonctionnent d'une manière importante, d'une manière intéressante sur le cluster. Donc, l'idée à travers DRS amélioré, c'est que la base donc, de vérification, c'est la sensitivity, c'est la sensibilité de la VM. Si la VM donc, fonctionne correctement sur un host, ça veut dire qu'elle est correcte et performante. Ça répond aux besoins donc, des administrateurs et des utilisateurs d'une manière correcte. Donc, il a un score intéressant, donc pas la peine de la déplacer. Si ça commence à avoir un score minimum qui arrive à 40, 60, 20, 40 et 0,20, donc là, le cluster, il va lui chercher un host qui va lui fournir et offrir plus de ressources pour qu'il arrive à un score de VMDRS intéressant. Donc, ce n'était pas le cas avec la version précédente puisque le focus était cluster et non pas machine virtuelle. Ce qui est très intéressant également au niveau de la version 7, c'est que ce mécanisme de supervision, il est exécuté au bout de 1 minute. Chaque minute, il y a une vérification du score des VM. Donc, par contre, sur les versions précédentes, donc, la vérification au niveau du cluster se fait au bout de 5 minutes. Donc, ce qui rend en fait le déplacement et l'équilibrage de charge donc, exécuté donc, d'une manière moins rapide. Ce qui est pris en charge au niveau des scores, c'est le CPU ready, la mémoire swap, le CPU cache, le headroom for workload to burst et le coût de la migration. Le coût de la migration est principalement donc est-ce que la machine en termes donc de ressources, est-ce qu'il est efficace, donc ça veut dire il a un niveau de performance intéressant, ça répond efficacement aux applications et bien sûr le coût de consommation de cette machine équivalent à ce qui a été déjà prévu au départ. Donc, ça veut dire que ça ne consomme pas beaucoup de ce qui a été prévu, quoi. D'accord? Vmotion également, il a eu des améliorations. Donc, sur les anciennes versions de Vmotion, il fait un page tracers qui est installé sur tous les vCPU au niveau d'une machine virtuelle. Donc, la machine virtuelle actuellement, il se compose de plusieurs vCPU pour que ça réponde donc, à un besoin donc, simple. Donc, on devrait minimum avoir 2 vCPU si on est sur une machine desktop et 4 vCPU sur une machine minimum si on est sur donc, des serveurs, des applications, des machines virtuelles serveurs. Donc, la prise en charge de ce nombre important de vCPU et de détails mémoire a permis à l'environnement virtuel donc, d'héberger des machines monstrueuses, des machines donc, très, très grandes et qui répondent à un certain nombre de besoins, notamment les besoins donc, de Oracle, SAP, et avec des applications gourmandes en termes, bien sûr, de ressources. Donc, le fait de déplacer en Vmotion ces machines virtuelles avec ce mécanisme qui prend en considération plusieurs vCPU, une taille énorme de mémoire, donc la mémoire bitmap donc, qui va être transférée d'un serveur à un autre et la prise en charge de plusieurs vCPU, il va réduire énormément donc, le temps donc, de transfert de la machine, surtout pour les machines monstrueuses. Donc, ce qui a été conçu par rapport à cette version, la version 7 de vSphere, c'est que ça a pris en compte un seul vCPU, le premier vCPU qui va être donc le CPU, le seul CPU qui correspond à ce page tracers. Donc l'ensemble des traitements va se faire au moment d'un Vmotion au niveau d'un seul vCPU. D'accord? Donc ça veut dire qu'il intervient sur les vCPU qui vont être sur
sollicités et qui vont être traqués pour que le transfert de la machine virtuelle ne prend pas beaucoup de mémoire bitmap. Donc, vous voyez ici, par rapport à une machine qui a 24 terabits de mémoire, donc il prend 2 secondes pour que donc le transfert de la mémoire bitmap donc de Vmotion soit transféré d'une source à une destination. Par contre, avec la nouvelle version, ça prend 175 millisecondes uniquement. Donc, pourquoi? Parce que ça a réduit énormément donc, le traitement vCPU et bien sûr, on est arrivé à un traitement de bitmap moins lourd et moins gourmand, ce qui va permettre de déplacer la machine donc à chaud entre serveurs, même s'il s'agit d'une grande machine. Il y a plusieurs vCPU et une taille mémoire énorme. Et donc, l'équivalent de cet exemple sur la fenêtre ou sur le slide. D'accord? Oui. Bitfusion. Bitfusion, c'est une nouvelle acquisition de VMware et qui permet donc d'avoir donc un mécanisme intéressant pour bénéficier de hardware acceleration for modern application. Donc, modern application, c'est quoi? C'est les applications à base de microservices. D'accord? Les applications qui sont distribuées, les applications qui sont hébergées sur plusieurs machines, les applications qui sont sur des conteneurs, développées sur des conteneurs et qui sont déplaçables à travers des conteneurs. Donc, l'idée à travers ça, c'est de bénéficier de la notion de partage du matériel d'accélération ou hardware acceleration. D'accord? Donc, la Bitfusion, il prend en considération ces applications pour ces applications qui sont hébergées sur différentes machines distribuées sur différents hosts, ces machines, ils peuvent partager un matériel, d'accord, tel que NVIDIA, par exemple, pour l'ensemble des machines sur un seul serveur. Donc, la machine hébergée sur un serveur différent, il peut avoir accès au mécanisme d'une carte graphique performante si on voit que le niveau de service par rapport à la machine sur le serveur sur lequel il est hébergé ne répond pas aux exigences de l'application. Donc, dans ce cas-là, il va se servir d'une liaison vers un serveur qui a plus de capacité donc de graphisme disponible et qui va servir en fait cette application d'une manière intéressante. Donc ça, c'est la prise en charge de Bitfusion, c'est une acquisition. Et d'ailleurs, maintenant, VMware, donc, il le commercialise, il le considère comme, bien sûr, un atout donc, de la version vice-versa 7. Donc, c'était ça principalement, en fait, donc, la majeure amélioration de vSphere. Donc, vous avez tous les éléments pour adopter vSphere 7 sur la plateforme du client. D'accord? Il est plus rapide pour les applications modernes. Donc, vous voyez que ça prend en considération plusieurs éléments, notamment les containers, les acceleration hardware, les DRS améliorés, les vMotion améliorés pour que les containers et les machines virtuelles puissent être donc un bon environnement pour gérer des applications modernes ou avec des microservices et aller vers la modernisation des applications. Sécurité, Secure Audits and Account Management. Donc, par rapport à tout ce qui est SSO, comme je viens de vous expliquer, et la notion donc d'audit à travers ce qui est fait au niveau hardware et non pas au niveau donc, software, donc de vSphere, côté sécurité, ça améliore énormément l'expérience de l'utilisateur ou de l'administrateur vis-à-vis de la plateforme vSphere. Donc, ça inclut bien sûr l'aspect hardware sur
sur la Trust Authority et sur la construction des blocs par rapport à tout ce qui est hardware-based trust and security. Donc, ça veut dire que l'aspect sécurité, il est renforcé par des mécanismes qui s'appuient essentiellement sur la notion du hardware et non pas donc vCenter ou la gestion de ces de confiance d'une manière standard. Donc, ça prend en considération, bien sûr, les workloads de type AI et machine learning, donc d'une manière efficace. Pourquoi? Puisqu'il s'appuie sur des mécanismes donc dynamiques en termes de hardware acceleration, ce qui permettra à toutes ces workloads donc de bénéficier et de ce qui est hébergé en local sur le serveur et bien sûr de bénéficier sur ce qui est disponible en partagé. Simplifier la notion donc de patching et bien sûr de upgrade par rapport au software et au hardware à travers Lifecycle Manager. D'accord? Donc Lifecycle Manager, il a été bien sûr conçu d'une manière beaucoup plus large pour que ça prenne en considération le profiling vCenter, l'aspect configuration management, au management de configuration, la gestion donc de upgrade ou de update par rapport au software et par rapport au hardware et par rapport à l'OEM, ça veut dire l'écosystème et partenaires et vendeurs qui sont donc liés et alliés avec VMware, réduit la complexité et augmente la scalability puisque la majorité des tâches et la majorité des tools, donc par rapport à vSphere, ils sont inclus sous forme d'API qui pourront être automatisés à travers de REST API. Donc, ça veut dire que si vous voulez donc automatiser certaines tâches, vous avez des API qui sont déjà prêtes, qui sont déjà bien sûr à votre service. Il suffit juste de les inclure à votre en tant que workflow ou en tant bien sûr que API pour que vous puissiez bénéficier de ce mécanisme d'automatisation. Donc, il y a API pour le profiling, il y a des API pour Kubernetes, etc., etc. Donc, ça a été alimenté par plusieurs API. Maximise la performance et l'efficacité puisque donc, ça améliore donc les fonctionnalités que vous connaissez telles que DRS et vMotion. Maintenant, il se focalise sur la VM et sur la fiabilité de la VM et non pas sur le matériel ou le cluster. C'est une bonne idée, d'accord? Et c'est d'ailleurs la preuve que ce que vous voyez maintenant, il est principalement donc la base de l'ensemble des améliorations qui ont été faites et qui prouvent que la version 7 est qui a eu la grande amélioration par rapport à toutes les versions précédentes. Proactive Support, technologie et service. Donc, la Proactive Support, ça, c'est prévoir, bien sûr, des opérations avant que un événement se produise. D'accord? Par exemple, il y a DRS, Proactive DRS. Proactive DRS, c'est sur la base de ce que Virtualized Operation Manager puisse avoir comme analyse sur le traitement d'un cluster ou d'un host, les machines virtuelles pourraient se déplacer, d'accord, avant même la saturation d'une ressource sur un host. Puisque l'analyse de Virtualized Operation Manager, il prévoit que cette ressource sera épuisée dans 2, 4, 10 jours, quoi. D'accord? Donc là, il y a cette notion de proactive et surtout, ça, c'est d'une manière automatique avec vSphere, mais vous pouvez bien sûr intégrer Virtualized Operation Manager qui vous donne plus de fonctionnalités, plus de visibilité, plus d'opérations proactives, donc qui sont donc assez intéressants pour certains cas d'usage. Flexibility to run any application on any cloud. Ça, c'est par l'intégration de l'intrinsèque sécurité qui
qui répond à cette notion de sécurité sur tout le chemin de communication entre cloud, entre vCenter, entre host et entre VM. Donc, l'aspect sécurité améliore bien sûr l'expérience, donc la sécurité, et ça permet bien sûr, donc ça en termes de sécurité, c'est bien fait, et les rassurer. Donc, on peut l'assurer, mais en termes de flexibilité, puisque derrière any application, any cloud, c'est la vision qui a été donc développée par VMware il y a des années pour qu'à la fin, on peut arriver à ce genre de traitement qui est aussi efficace et aussi intéressant. Donc, déployer et construire une plateforme solide en HCI, Hyperconverged Infrastructure, avec l'intégration de vSAN ou le Software Defined Storage, ce qui permettra aux applications modernes de bénéficier de ce système de gestion de stockage qui est assez performant et qui répond en termes de policy et de stratégie à un ensemble donc, de cas d'usage et un ensemble donc, de scénarios pour que à la fin, l'application puisse tourner sur un environnement efficace. Donc, pour avoir plus de détails, vous pouvez bien sûr aller visiter ces liens. vSphere Upgrade Center, Upgrade Services, Upgrade Service, Extended Support. Donc, ce sont bien sûr des liens donc, sur VMware Site qui vous permettra bien sûr de voir beaucoup de choses. Ce que vous avez également ici, c'est que le support de vSphere 6 va s'arrêter le 12 mars, où il a été arrêté le 12 mars en termes de support. Donc, ça veut dire que les clients ayant vSphere 6.0 ne sont plus servis par le support. Chaque client appelle le support, il va lui proposer d'aller vers la version 7 pour qu'il soit supporté en termes de soutien technique, quoi. Donc, c'est ça en fait l'idée. vSphere 7, c'est la plus grande amélioration et la plus grande innovation donc, de toutes les versions ESXi depuis l'apparition de vSphere. Pourquoi? Comme j'ai dit, c'est une réarchitecturation donc de vSphere et qui touche l'aspect data center, l'aspect edge, l'aspect service provider, public cloud. Donc, tout ça a été touché par cette notion de réarchitecturation donc de vSphere. D'accord, vSphere 7, la nouvelle génération pour les applications traditionnelles. Et bien sûr, vSphere Web Kubernetes, c'est la nouvelle version pour les containers et voilà, donc à travers VMware Cloud Foundation. Donc, quand je dis containerized applications, c'est cloud native applications, ce sont les applications microservices qui sont bien sûr la cible de tous les développeurs et la cible bien sûr de toutes les activités de développement actuellement sur le marché. J'espère que j'étais clair, que ça a répondu à vos attentes.